On avait vu les fois précédentes comment les trois passions principales, les trois affects principaux, la joie, le désir, la tristesse, étaient multipliés par toute une série de facteurs tels que le temps, la ressemblance et d'abord la donation d'un objet. On obtenait ainsi une série d'affects dérivés, l'amour, la haine, l'espoir, la crainte, la sécurité, le désespoir, et ainsi de suite. Alors, la dernière forme simple de cette multiplication, c'est ce qu'on pourrait appeler la multiplication par identification, c'est-à-dire ce qu'on trouve depuis la proposition 19 jusqu'à la proposition 26. C'est-à-dire c'est la dernière forme avant l'imitation des affects et qui, d'une certaine façon, dans son exposé, est déjà en partie parasitée, pénétrée par des annonces de ce que sera l'imitation des affects. Notamment, on va le voir, dans la définition de la commisération. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'identification? Parce que dans ces propositions 19 et suivantes, il va s'agir d'un individu qui imagine qu'il arrive quelque chose à un objet qu'il aime ou qu'il déteste, et qui donc s'identifie à l'objet qu'il aime, au contraire se contre-identifie à l'objet qu'il déteste, et qui ainsi va faire naître en lui, ou s'efforcer de faire naître en lui, ou chez autrui, les affects correspondant à cette identification ou à cette contre-identification. Mais bien entendu, il faut souligner que pour l'instant, on est encore dans le domaine de la multiplication simple des affects. Je veux dire par là qu'il faut à chaque fois une raison particulière à l'identification. Donc ici, l'objet qui sert de vecteur à l'affect n'est jamais un objet indifférent. C'est un objet que l'on aime ou un objet que l'on déteste. C'est la dernière fois qu'il en est ainsi au sens strict. On va voir que dans le cas de l'imitation des affects, ce ne sera plus à peine que l'objet soit différencié. Ce qui caractérisera l'imitation des affects, au contraire, c'est qu'elle fonctionne même quand l'objet est indifférent. Alors, bon, pour l'instant, donc, restons-en dans ces propositions 19 et suivantes à l'objet différencié. Donc, proposition 19, qui imagine que ce qu'il aime est détruit sera attristé, et il sera joyeux s'il imagine conserver. Proposition 20, qui imagine que ce qu'il a en haine est détruit sera joyeux. C'est l'exacte inversion de la proposition 19. Remarquez que, bien entendu, comme il l'a annoncé, dès le début de Éthique 3, Spinoza ne juge pas ses affects. Donc un moraliste pourrait dire, mais ce n'est pas bien du tout d'être joyeux de la destruction de quelqu'un. Ça n'est pas du tout ici le problème que se pose Spinoza. Le problème que se pose Spinoza, c'est comment fonctionne ce mécanisme affectif. Donc, de fait, lorsque quelque chose que l'on a en haine est détruit, eh bien, qu'on le veuille ou non, on en est joyeux. On peut, après ça, éventuellement, avoir une morale qui nous dit que c'est pas bien de se réjouir du malheur d'autrui, mais cette morale n'est que dans l'après-coup. Le mécanisme nécessaire, automatique de l'affect, c'est la joie qui vient de la destruction de l'objet détesté. Alors, passons à la proposition 21. Elle est un peu plus complexe et on va voir que la notion de commisération qu'elle introduit va être un peu ambiguë. Donc, en fait, elle fait un couple avec la proposition 22. Proposition 21. Qui imagine ce qu'il aime affecté de joie ou de tristesse sera également affecté de joie ou de tristesse. Donc, en quelque sorte, la tristesse ou la joie que j'imagine dans l'objet aimé déteint sur mes propres affects. Celui que j'aime est joyeux, je me sens joyeux. Celui que j'aime est triste, je me sens triste. Et bien entendu, ça n'est pas seulement une question de qualité, c'est aussi une question de quantité, de proportion, suite de la proposition 21. Et l'un et l'autre affect seront plus grands ou moindres dans l'amant, selon qu'elles le seront dans la chose aimée. Donc, la qualité et la quantité de l'affect de la personne qui aime redoublent, en quelque sorte, la qualité et la quantité de même affect chez la personne aimée. Et proposition 22, imaginons maintenant qu'un tiers intervient comme cause dans ce processus. Remarquez que dans la proposition 21, on parlait des affects en eux-mêmes. Là,
personne ou la chose aimée est affectée de joie ou de tristesse. Dans la proposition 22, on se demande quelle est la cause de cette joie et de cette tristesse. Et bien entendu, du coup, il va y avoir un affect supplémentaire dirigé vers cette cause. Donc, proposition 22, si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie la chose que nous aimons, nous serons affectés d'amour à son égard. Donc, lui serons en quelque sorte reconnaissants d'avoir rendu joyeuse la chose que nous aimons. Si au contraire, nous imaginons qu'il l'affecte de tristesse, nous serons tout au rebours affectés de haine contre lui. Donc, le jeu se complique maintenant de plus en plus. Il y a à la fois nos affects, les affects de la chose que nous aimons, et les affects suscités en nous par la personne qui est cause des affects chez la chose que nous aimons. Alors, le scoli de cette proposition, de la proposition 22 est en fait, on l'a déjà vu assez souvent, enfin on a déjà vu ce phénomène assez souvent, un double scoli de la proposition 21 et de la proposition 22. C'est-à-dire qu'elle fait le point sur les nouveaux affects qui ont été introduits dans ces deux propositions parallèles. Donc, la proposition 21 nous explique ce qu'est la commisération, que nous pouvons définir comme la tristesse née du dommage d'autrui. Donc, on revient à la proposition 21, qui imagine ce qu'il affecte, ce qu'il aime affecté de tristesse, on commence par la fin, sera également affecté de tristesse. Eh bien, cette tristesse seconde, en fait, cette tristesse par répercussion, par écho, Spinoza utilise un terme qui existe déjà en latin, l'appelle commisératio. Et maintenant, l'affect parallèle, l'affect symétrique. Pour la joie née du bien d'autrui, donc c'est le début de la même proposition 21, je ne sais de quel nom l'appeler. Alors, je m'arrête une seconde sur cette hésitation de Spinoza. Pourquoi il ne sait pas de quel nom l'appeler? Bien, tout simplement parce que dans l'usage du vocabulaire latin, il ne trouve pas de nom disponible pour la désigner. Donc, on avait déjà vu, à propos de la sympathie et de l'antipathie, que Spinoza répugne à créer des mots nouveaux. D'ailleurs, dans l'ensemble de son œuvre, je crois bien que, lexicalement, on ne trouve aucune nouveauté au sens strict, c'est-à-dire qu'il est un des, peut-être rares philosophes, qui n'ait créé aucun terme, qui n'ait doté la langue philosophique d'aucun terme. Bon, pourtant, il est difficile de faire de la philosophie, d'être un philosophe original, c'est-à-dire d'exprimer des pensées nouvelles, sans avoir besoin d'expressions nouvelles pour désigner ses pensées. Si on a quelque chose de nouveau à dire, il faut bien avoir des expressions nouvelles. Alors comment fait Spinoza, qui n'aime pas créer des mots nouveaux? Eh bien, il fait deux choses. Soit il spécialise des expressions entières, du genre potentia agendi, par exemple, ou des termes de langue courante, comme conatus, et ça donne le terme effort ou le terme puissance d'agir. Soit il utilise des termes qui existent déjà, qui sont dans le réservoir philosophique commun de la langue latine, et il leur donne un sens qui correspond à peu près au sens qu'il veut utiliser lui. Donc, commisératio, ça existe en latin pour dire la commisération, la pitié. Or, lui cherche un nom pour désigner cet affect qui vient du fait qu'on partage la tristesse d'autrui, donc il utilise le terme commisératio qui est disponible. Mais comme dans le vocabulaire latin, il n'y a pas apparemment sous la main de termes pour désigner la joie qui serait l'équivalent de la commisération, c'est-à-dire la joie qui partage la joie d'autrui, eh bien il dit simplement « je ne sais de quel nom il faut l'appeler ». Pourquoi est-ce qu'il se satisfait de laisser cet affect anonyme? Peut-être aussi tout simplement parce qu'il ne l'utilisera pas beaucoup dans la suite. À partir du moment où il ne l'utilise pas, il n'a pas véritablement besoin de le nommer. On va voir que dans la suite de l'éthique, et plus encore dans le traité politique et dans le traité théologico-politique, les passions négatives jouent un beaucoup plus grand rôle que les passions positives. Il est donc bien plus important de les nommer. Au fond, les passions positives, la plupart d'entre elles, on ne les nomme que pour mémoire. Celles qui vont créer la discorde entre les hommes, ce sont bien entendu les passions négatives. Donc, en un sens, il est bien plus important de nommer l'humilité, le repentir, la commisération, la haine, la jalousie, etc., parce que c'est ça qui va rendre la cité invivable. Donc, je passe maintenant à la suite du scoli, ce qui maintenant vise à nommer les affects qui ont été désignés à la proposition 22. La proposition 22, celle qui parlait des affects que nous dirigeons vers quelqu'un qui affecte de joie ou de tristesse la personne que nous aimons.
Donc, nous appellerons favor, un peu traduit par faveur, transcrit par faveur, l'amour qu'on a pour celui qui a fait du bien à autrui. Et au contraire, indignatio, indignation, la haine qu'on a pour celui qui a fait du mal à autrui. Autrement dit, et ici il faut bien se souvenir que autrui, c'est un autrui que nous aimons. Mais à la limite, quand ensuite on sera passé dans le registre de l'autrui qui nous est indifférent, il pourra y avoir éventuellement une autre forme de faveur et d'indignation. Alors, arrêtons-nous un instant sur cette idée d'indignation. Donc l'indignation, c'est la tristesse que je ressens lorsque je vois que quelqu'un rend triste quelqu'un que j'aime, ou peut-être même plus tard quelqu'un qui m'est indifférent. La tristesse avec une cause, ça a un nom chez Spinoza, c'est la haine. Donc si je vois quelqu'un en train de battre quelqu'un que j'aime, ou en train de l'insulter, ou en train de le faire pleurer, ou en train de commettre injustice à son égard, avant même que je réfléchisse, néanmoins un processus d'indignation. Donc je vais détester cette personne qui par ailleurs m'est peut-être inconnue, ou que par ailleurs j'ai peut-être des raisons, moi, d'aimer ou de respecter, mais peu importe, dans le moment où je le vois affliger, attrister quelqu'un que j'aime, néanmoins, une tristesse qui se partage, donc une commisération, mais du fait que cette tristesse est associée à un objet, elle devient une haine. Donc, Spinoza montre ici le mécanisme par lequel un homme qui par ailleurs n'est pas spécialement prévenu contre un autre est tout d'un coup saisi d'indignation à son égard lorsqu'il le voit affliger, attrister, persécuter quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, on le verra dans les textes poétiques de Spinoza, tout simplement l'indignation joue un rôle essentiel dans tout ce qui est révolte politique. Comme on est souvent une révolte politique, si seuls ceux qui ont été agressés personnellement se révoltaient, les révoltes échoueraient tout le temps. Parce que bien évidemment, un tyran ne provoque pas tout le temps tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mécanisme de révolte? Eh bien, le mécanisme de révolte, il y a au fond deux sortes de gens qui se révoltent. Il y a certainement ceux qui ont été injustement traités, et puis il y a ceux qui s'associent à eux par indignation, parce qu'ils ont vu qu'on traitait les autres injustement. Tout d'un coup, il y a un affect qui submerge leur calcul rationnel. Donc peut-être qu'ils se disent, si je vais manifester ou si je m'en prends au tyran, je vais me faire casser la figure par les policiers, je vais être mis en prison, il m'arrive des tas d'ennuis. Mais pendant un instant, pendant l'instant de l'indignation, l'affect d'indignation, c'est-à-dire l'affect de cette haine qui naît par partage de tristesse, est plus fort que le calcul rationnel, et plus fort peut-être que d'autres affects précédents, mais ces affects précédents ont le tort de ne pas se trouver forts en moi dans l'instant. Donc peut-être qu'il s'agit d'un tyran que par ailleurs je respectais comme souverain, que par ailleurs j'aimais parce que j'étais membre de son parti, que par ailleurs ma raison me disait de ménager parce qu'il est plus fort que moi ou ses positions sont plus forts que moi. Mais dans l'instant, l'indignation me submerge, donc elle bouscule soit mes calculs rationnels, soit mes autres affects. Et c'est ça qui peut provoquer éventuellement le renversement d'un tyran. Mais il y a autre chose qu'il faut marquer pour l'indignation. Donc cette indignation qui peut provoquer le renversement d'un tyran, elle est quand même fondée sur des affects négatifs. Ce n'est pas un calcul rationnel, ce n'est pas un affect fondé sur le désir ou sur la joie. Donc ça n'est ni un acte rationnel, ni un acte positif, ni un acte fondé sur un affect actif. Elle est fondée sur la tristesse et la haine. Donc, il y a un article bien connu d'Alexandre Materon sur cette question. On peut dire qu'en un sens, la considération de Spinoza sur les révolutions, sur les insurrections, est toujours, au fond, d'emblée, marquée d'un signe pessimiste. Parce que les insurrections, même si elles réussissent, même si parfois elles se parent de bons sentiments, sont à ses yeux, pour être efficaces, fondées sur le mécanisme d'indignation, c'est-à-dire au fond sur une transformation de tristesse en haine, donc sur un affect qui enregistre la baisse de la puissance d'agir, et non pas du tout un affect joyeux ou une considération rationnelle. Donc quand on trouve dans le traité théologico-politique
des thèmes qui tournent autour de la tyrannie. Où on voit que Spinoza, comme d'ailleurs presque tous ses contemporains, dit que la tyrannie, c'est effectivement très désagréable, mais que renverser un tyran, ça n'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que quand on renverse un tyran, en fait, on ne renverse pas la tyrannie. On remplace le tyran par un autre tyran. Alors ça, c'est un thème politique qu'on trouve chez tous les théoriciens républicains néerlandais, par exemple. On trouve chez les frères de la Cour. Bon. Donc, quand Spinoza dit ça, il n'est pas original. Quand il reste simplement sur le plan politique, et qu'il dit qu'au fond, renverser un tyran, c'est se préparer des jours assez sombres, presque aussi sombres que ceux qu'on vivait sous la tyrannie, parce que le souverain suivant sera obligé de punir ceux qui ont renversé le tyran, sauf à s'avouer lui-même issu d'une insurrection. Donc il sera forcé d'être aussi dur que son prédécesseur. Donc finalement, aux yeux de Spinoza, comme aux yeux de beaucoup de ses contemporains, l'insurrection ne mène à long terme qu'à une autre tyrannie. Alors encore une fois, quand Spinoza dit ça sur le registre politique, il ne dit pas des choses très originales. Il dit ce que disent tous ses contemporains. Mais ce qui est original, c'est que chez lui, cette thèse politique se fonde sur une thèse anthropologique, c'est-à-dire sur le caractère nécessairement négatif de l'indignation qui est à la source de la révolte. Donc, le fait politique du renversement d'un tyran se fonde sur le fait affectif du partage des tristesses et du partage de la haine. Donc au fond, d'une certaine façon, ce Scoli pose les fondements de certains des thèmes politiques qu'on retrouvera dans les écrits politiques de Spinoza. Je continue la lecture du Scoli. Il faut noter enfin que nous n'avons pas seulement de la commisération pour une chose que nous avons aimée. C'est ce qui a été démontré dans la proposition 21. C'est la commisération au sens fort, la commisération au sens propre. Mais aussi pour une chose à l'égard de laquelle nous n'avons eu d'affect d'aucune sorte, pourvu que nous jugions semblables à nous. Alors là, on change de terrain. Là, Spinoza est en train d'indiquer qu'à côté de la commisératio au sens fort, il existe un autre type de commisératio qui ne présuppose pas une identification par l'amour. Je relis. Pas seulement pour la chose que nous avons aimée, c'est la commisératio 1, si vous voulez, mais aussi pour une chose indifférente. Donc il indique ici l'existence d'une sorte de commisération de deuxième type qui ne présuppose pas une identification affective, c'est une identification amoureuse, mais qui présuppose simplement que, je cite, nous jugions cette chose semblable à nous. Autrement dit, une commisération par similitude. Mécanisme dont il ne nous a pas parlé jusqu'ici et qu'il ne nommera réellement que 3 propositions plus loin à propos de l'imitation des affects. Mais on voit qu'ici, il pose déjà un jalon concernant cette imitatio affectum. Alors pourquoi il pose ce jalon? Tout simplement parce que les deux types d'affects se ressemblent beaucoup. La commisération, c'est-à-dire le partage de la tristesse par identification à l'objet aimé, est en quelque sorte, peut apparaître comme un cas particulier de la commisération par partage neutre, par partage simplement par similitude. Et bien entendu, c'est vrai aussi de l'autre côté, et par suite, nous voyons aussi avec faveur celui qui a fait du bien à notre semblable, et sommes indignés contre celui qui lui a porté dommage. Donc là aussi, ces autres affects dérivés, que sont la faveur et l'indignatio, ils peuvent naître aussi dans un second type de réaction, à l'égard non pas d'un objet que nous aimons, mais à l'égard d'un objet qui est simplement notre semblable. Autrement dit, si je vois dans la rue quelqu'un que je ne connais pas battre quelqu'un que je ne connais pas non plus, eh bien je peux être indigné là aussi. Donc bien entendu, si c'est quelqu'un que j'aime qui est battu, l'indignation sera peut-être plus forte et elle sera plus compréhensible, mais si je vois quelqu'un qui bat mon semblable, même si je ne connais pas ce semblable, la simple similitude, alors on ne sait pas encore pourquoi, ça sera exprimé dans la proposition 25, dans la démonstration de la proposition 25, provoque aussi tous ces effets de commisération, de faveur, d'indignation. Alors on pourrait poser la question, qu'est-ce que c'est que mon semblable? D'autant plus que Spinoza, vous le remarquerez, utilise
deux expressions légèrement différentes dans cette fin de phrase. À la toute fin de la phrase, il dit « notre semblable », similis, mais une ligne avant, il dit non pas notre semblable, mais quel eam nobis similem judicemus, quelqu'un que nous jugeons notre semblable. Donc la question n'est peut-être pas vraiment de la similitude, mais du jugement de similitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je passe dans la rue et que la personne que je vois battue, pour une raison ou pour une autre, j'estime que ce n'est pas mon semblable, et là encore, il ne s'agit pas d'une estimation rationnelle, il s'agit d'une estimation affective. Si je suis imbu d'un préjugé raciste qui me laisse entendre que telle personne qui n'est pas de mon pays, ou pas de ma couleur, ou pas de ma religion, c'est pas vraiment semblable, eh bien, je serais beaucoup moins indigné, ou peut-être pas indigné du tout, si je vois quelqu'un qui l'abattre, qui est en train de l'abattre. Donc ça explique que la ration d'indignation n'est pas automatique. Elle est conditionnée par l'imagination de similitude, au moins autant que par l'identification amoureuse. Et de même, là j'ai pris un exemple, le racisme, qui restreint la représentation de similitude. Mais on pourrait prendre au contraire un exemple qui l'élargit. Si je vois quelqu'un en train de battre un chien ou un cheval, si je suis très ami des animaux ou que pour une raison ou pour une autre je m'identifie, c'est-à-dire que j'ai des raisons particulières de considérer que, à certains égards, les animaux supérieurs sont mes semblables, je serai aussi indigné à cet égard que si je le vois en train de battre un homme. Donc, vous voyez que l'idée de similitude, ça n'est pas du tout quelque chose de simple. Dire que la commisération, la faveur, l'indignation naissent simplement par similitude, ça ne nous donne pas un outil automatique pour dire alors tel affect va naître. Il faut dire tel affect va naître en moi en fonction de la grille de similitude que met en place mon imagination. C'est-à-dire en fonction de l'extension, de la restriction. Et après tout, une même personne peut avoir des grilles de similitude très restreintes sur certains points et très larges sur d'autres. On peut considérer que certains chiens, je me sens plus proche d'eux, et que certaines personnes, je me sens beaucoup moins proche. Il y a des gens qui considèrent que leur chien méchant est beaucoup plus proche d'eux que les personnes que leur chien méchant risque de dévorer. Au fond, c'est de ça que Spinoza parle ici. Il n'y a pas de similitude automatique. La similitude est un fait naturel, mais d'une naturalité qui passe par les lois de notre imaginaire. Et bien entendu, ces lois de notre imaginaire, on le verra dans la suite, ou on l'a vu en partie dans l'éthique 2, sont très largement gouvernées par notre complexion corporelle et son équivalent dans l'imagination, et deuxièmement par notre histoire personnelle. Donc ce que Spinoza énonce ici de façon très très elliptique, c'est quelque chose qui renvoie dans la réalité à des phénomènes extrêmement concrets et singuliers en fonction des individus. Je passe maintenant à la proposition 23 et à la proposition 24. Qui imagine affecté de tristesse ce qu'il a en haine sera joyeux. Donc là on retourne les propositions, pardon je dis 23 et 24. On retourne les propositions 21 et 22. Donc il ne s'agit plus d'un objet que j'aime, mais d'un objet que je déteste. Mais de fait, ça va être le même mécanisme, ça il fonctionne à l'envers. Donc qui imagine que ce qu'il a en haine est affecté de tristesse va être joyeux. Si au contraire il imagine affecté de joie, il va être triste. Et l'un ou l'autre affect seront plus grands ou moindres, selon que l'affect contraire sera plus grand ou moindre dans la chose haïe. Autrement dit, exactement la même chose que pour la chose aimée, la qualité, mais ici la qualité inversée, joie pour la tristesse, tristesse pour la joie, et la quantité, plus ou moins grande, plus ou moins faible, est obtenue dans la personne qui déteste par sorte de partage, plutôt par anti-partage, avec la personne qui est détestée. Donc, en ce sens, la proposition 23 inverse exactement la proposition 21. Et proposition 24, si nous alors là on passe de nouveau au tiers,
Si nous imaginons que quelqu'un affecte de joie une chose que nous avons en haine, nous serons affectés de haine à son égard. Donc, si quelqu'un, que je ne connais pas par ailleurs, affecte de joie quelqu'un que j'aime, je l'aimerai. S'il affecte de joie quelqu'un que je le détesterai. Et réciproquement, s'il affecte de tristesse la personne que je déteste, eh bien j'en serai content, hein, il y aura de la joie qui naîtra en moi, et donc, j'en serai joyeux avec une cause extérieure, je l'aimerai. Donc la proposition 24 inverse la proposition 22. Donc ces propositions 21, 22, 23, 24 explorent au fond les 4 formes d'identification, de contre-identification et de tiers cause de l'identification, et de tiers interrogant comme cause dans le processus de l'identification, de la contre-identification. Il y a bien une espèce de géométrie des affects, de construction géométrique. Vous savez qu'on a écrit il y a quelques années un livre intitulé « La géométrie des passions ». C'est exactement à cela que ce livre Spinoza ici. Il construit de façon extrêmement géométrique toutes les possibilités de naissance en moi d'affects liés à une chose aimée ou détestée. Mais là aussi, un scoli va intervenir, donc scoli de la position 23, pour nuancer, et là aussi la nuance, en sorte, annonce ce qui se passera du côté de l'imitation des affects. Je le lis, scoli. Cette joie, donc la joie qui naît du fait que je vois arriver malheur à quelqu'un que je n'aime pas. Donc cette joie, Spinoza, alors contre tous les moralistes, commence, avant de la condamner, avant de dire que c'est pas bien, avant de dire quoi que ce soit de moralisant à son sujet, commence par constater qu'il y a des phénomènes qui la produisent. Il y a des mécanismes qui la produisent avant toute réflexion en moi. Mais, dit-il, cette joie ne peut guère être solide et sans conflit intérieur. Je regrette que Apune traduise animi conflictu par combat intérieur, parce que conflit, c'est quelque chose d'objectif. Combat intérieur, ça traduit déjà sur le plan de la morale. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y aura un combat intérieur si on se disait « j'ai le devoir de ne pas me réjouir du malheur d'autrui ». Mais Spinoza n'est pas ça du tout. Il dit « me réjouir du malheur d'autrui ». Premièrement, c'est chose qui est nécessaire en moi. Et deuxièmement, c'est quelque chose qui provoque un conflit, mais pour une raison tout aussi nécessaire, et non pas du tout parce que je me représente un devoir. Quelle est cette raison nécessaire? Eh bien, c'est tout simplement que, la plupart du temps, cette personne que je déteste, en même temps, elle est un de mes semblables. Donc, d'une façon totalement objective, de façon totalement indépendante de ma volonté, cette similitude que l'on va étudier plus tard va faire naître en moi, en même temps, une tristesse de le voir triste. Donc, je lis. Cette joie ne peut guère être solide et sans conflit intérieur, car, je vais le montrer dans la proposition 27, c'est-à-dire quand on aura changé de registre, en tant qu'on imagine, éprouvant une affection de tristesse, une chose semblable à soi, on doit dans une certaine mesure être attristé. Et inversement, si on l'imagine affecté de joie. Mais nous n'avons égard ici qu'à la haine, c'est-à-dire pour l'instant, je suis en train d'étudier seulement un des versants du phénomène. Autrement dit, ce que dit Spinoza, c'est que quand je vois quelqu'un que je m'imagine semblable à moi, mais que je déteste, avoir un malheur, il y a 2 phénomènes tout aussi objectifs l'un que l'autre qui se déclenchent. Du côté de l'identification affective, c'est-à-dire du côté des mécanismes multiplicateurs simples, ceux que nous sommes en train d'étudier ici. Il se présente le phénomène suivant, je le déteste, il a un malheur, je m'en réjouis. Et maintenant, du côté de l'autre dimension affective, du côté de l'imitation par similitude, c'est-à-dire ce que nous n'étudions pas encore, mais dont Spinoza vient de signaler l'existence, et que nous allons étudier à partir de la proposition 27. C'est-à-dire du côté d'un multiplicateur totalement différent de ceux que nous avons vus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette personne est semblable à moi, c'est-à-dire que je la juge ou je l'imagine semblable à moi, donc la tristesse qui l'affecte déteint sur moi automatiquement, et je suis attristé aussi. Autrement dit, je résume les 2 aspects, les 2 branches du phénomène. Quelqu'un qui est semblable à moi et que je déteste a un malheur. Parce que je le déteste, je me réjouis de son malheur. Parce qu'il est semblable à moi, je suis attristé de son malheur.
Et donc, il naît en moi, à la vue de ce malheur, et de la joie et de la tristesse, donc le conflit intérieur que Spinoza vient de mentionner. Mais simplement, pour l'instant, il s'intéresse qu'à l'aspect négatif, c'est-à-dire à la haine. Donc vous voyez que dans tout ce dernier moment de l'analyse des multiplicateurs simples, Spinoza commence à signaler à chaque fois qu'il le peut que dans la réalité c'est plus compliqué, parce qu'en réalité on ne voit jamais l'action de ces multiplicateurs de façon isolée. Dans la réalité affective concrète, ces multiplicateurs sont toujours saisis en relation avec l'imitation des affects. C'est ce qu'on va étudier par la suite. Je passe maintenant aux deux dernières propositions de cette série, les propositions 25 et 26. On avait vu que les idées en nous ne sont jamais, chez Spinoza, des peintures muettes. C'est ce qu'il reproche à Descartes. C'est ce qu'il reproche aussi aux autres théoriciens des affects. Ce sont toujours en même temps des efforts. Une idée chez Spinoza, c'est toujours quelque chose de dynamique. En conséquence, nous ne nous contentons jamais de nous représenter quelque chose ou de subir un affect, mais nous nous efforçons de le développer ou de lutter contre lui. Donc, il faut bien voir que chez Spinoza, idée, image, affect veut toujours dire en même temps effort. Donc, les propositions 25-26 tirent la conséquence de cette dynamique affective et la traduisent en théorème de cette géométrie. Proposition 25, nous nous efforçons d'affirmer de nous et de la chose aimée. Donc, cette fois, notre effort concerne non seulement nous-mêmes, mais aussi l'objet de notre amour. Donc, nous efforçons d'en affirmer tout ce que nous imaginons qu'il affecte ou nous affecte de joie. Autrement dit, non seulement nous enregistrons passivement la joie ou la tristesse qui nous tombe dessus, ou qui lui tombe dessus et nous tombe dessus par partage, parce que ça déteint. Mais en même temps, nous nous efforçons de développer la joie et de contrebattre cette tristesse. Donc nous efforçons de transformer nos propres affects de façon positive, d'augmenter notre joie, de diminuer notre tristesse. Autrement dit, persévérer dans notre aide, c'est toujours nous efforcer d'augmenter notre puissance d'agir. Y compris, bien entendu, quand nous sommes dans des situations où, malgré nous, elle diminue. Ce qu'il y a de nouveau à noter dans ces phénomènes d'identification amoureuse, c'est que, bien entendu, notre effort porte non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur l'autrui, objet de notre amour. Donc, notre effort tend à augmenter ce qui peut nous affecter de joie et affecter de joie l'objet de notre amour, et à diminuer, à nier ce qui peut nous affecter de tristesse ou l'affecter de tristesse. Proposition 26. Maintenant, on va passer du côté non plus de l'objet d'amour, mais de l'objet de haine. Nous nous efforçons d'affirmer d'une chose que nous détestons, tout ce que nous imaginons qu'il affecte de tristesse, et au contraire, de nier tout ce que nous imaginons qu'il affecte de joie. Alors, bien entendu, cet effort, dessiné aux propositions 25 et 26, c'est un effort à la fois imaginaire et réel. Les deux ne peuvent pas être séparés, puisque de cette façon, l'imaginaire, c'est du réel. Donc, bien entendu, je peux me faire plaisir en me disant, en m'imaginant toutes les situations dans lesquelles je serai joyeux, mais ce plaisir reste très limité si je n'essaie pas de mettre en œuvre, de réaliser les situations dans lesquelles je serai joyeux. Et inversement, je peux me faire plaisir en m'imaginant que mon adversaire se casse les figures dans l'escalier, mais la logique de ce mouvement, ça sera d'essayer de tendre une ficelle dans l'escalier pour qu'il se casse de fait la figure. Il n'y a jamais chez Spinoza, du fait de ce caractère dynamique des affects, de séparation totale entre la représentation imaginaire et la tentative de mettre en œuvre cette représentation. Alors, Scoli, qui est, il faut le souligner, le dernier Scoli de ce premier grand moment de l'éthique 3. C'est le dernier Scoli de la description des affects simples et de leur multiplicateur simple. Donc, Scoli de cette proposition 26, nous le voyons par là. Il arrive facilement que l'homme fasse cas de lui-même et de la chose aimée plus qu'il n'est juste, et au contraire de la chose qu'il est, qu'il déteste, moins qu'il n'est juste. Autrement dit, Spinoza prend ici en vue les erreurs d'évaluation, puisque tout ce que nous venons d'analyser s'effectue en fonction non pas des choses réelles, mais en fonction de
la représentation imaginaire que nous en avons. Bien entendu, cette représentation imaginaire peut être fausse. Donc nous le voyons par là, il arrive facilement que l'homme fasse cas de lui-même et de la chose aimée plus qu'il n'est juste, et au contraire de la chose qu'il déteste moins qu'il n'est juste. Donc qu'il se surestime, qu'il surestime l'objet de son amour, ou qu'il sous-estime l'objet de sa haine. Alors, de nouveau, Spinoza veut donner des noms à ces affects. Cette imagination, quand elle concerne l'homme lui-même, qui fait de lui plus de cas qu'il n'est juste, s'appelle superbia, a pu traduire orgueil. Et ici, Spinoza ne se contente pas de nommer l'affect en question, il fait un peu plus. Il le range dans une catégorie particulière d'affect, le délire. Donc, superbia vocatur, il s'appelle orgueil, et species delirii est. Et c'est une espèce de délire, c'est une espèce du délire. Alors, qu'est-ce que c'est que le délire? Puisque l'homme rêve les yeux ouverts, qu'il peut tout ce qu'il embrasse par sa seule imagination, le considère pour cette raison comme réel, et il en est ravi, tandis qu'il ne peut imaginer ce qu'il en exclut l'existence et limite sa propre puissance d'agir. Autrement dit, le délire, c'est cette sorte particulière d'affect, et bien entendu, il n'y a pas dans le délire que l'orgueil, on en verra d'autres, dans la suite des Dictes 3. Le délire, c'est cet affect limite dans lequel je ne fais plus de distinction du tout entre l'imaginaire et le réel. Au fond, le délire, c'est un type d'affect dans lequel je suis entièrement concentré sur un seul affect, alors que bien entendu, habituellement, la complexion humaine consiste en une série d'affects équilibrés de telle ou telle manière, au fond, chaque équilibre singulier dessinant le portrait de chaque individu singulier. Mais il y a certains individus qui sont tellement centrés sur un seul affect que l'unicité de ces affects les empêche désormais d'en voir les limites et de voir les limites entre l'imaginaire et le réel. Donc, s'ils ne font plus les limites entre l'imaginaire et le réel, ils rêvent les yeux ouverts, pour reprendre l'expression que Spinoza utilise plusieurs fois. Au fond, ici, l'affect devient pathologique. On passe de l'affect au délire par un phénomène d'extrapolation pathologique. Donc, l'orgueil, donc, est une joie née de ce que l'homme fait de lui-même plus de cas qu'il n'est juste, c'est ce qui est introduit. Et alors maintenant, voilà les noms des deux autres. La joie qui naît de ce que l'homme fait d'un autre plus de cas qu'il n'est juste s'appelle surestime, exestimatio, et mésestime, despectus, mépris, celle qui naît de ce qu'il fait d'un autre moins de cas qu'il n'est juste. Mais remarquez que Spinoza ne s'attarde pas beaucoup sur les deux derniers, la surestime et la mésestime, parce que dans la surestime et la mésestime, je peux me tromper sur la valeur, l'efficacité, les forces d'autrui, soit que ce soit quelqu'un que j'aime, soit quelqu'un que je déteste, mais finalement, ça n'est pas extrêmement important. Enfin, si ça peut être important dans mes stratégies, dans la vie commune, mais ça n'est pas un délire au sens où l'orgueil en est un. C'est-à-dire au sens où l'orgueil implique une évaluation complètement fausse de moi-même. Donc, il faut bien voir que la fin de l'analyse de ce développement des passions simples est une ouverture sur ce qui fait passer de l'affect au délire, c'est-à-dire de l'affect à la fuite folle dans l'imaginaire pur. Donc, des propositions 1 à 25, Spinoza a construit une sorte de génétique des affects qui consistait à montrer comment le fonctionnement normal du corps humain et de l'imagination humaine produisent le désir, la joie et la tristesse, et comment, liés à un certain nombre de multiplicateurs, le temps, la modalité, la ressemblance, l'identification affective, ces trois passions simples suffisent pour fournir l'explication de toute une partie de notre vie affective sans qu'on ait jamais besoin de faire référence aux qualités réelles des objets de nos affects. Puisque nous pouvons nous tromper sur les objets que nous aimons, les objets que nous haïssons.
remarquez aussi que dans toute cette partie, il n'a jamais été fait référence, à part dans les deux incises que j'ai soulignées dans les scolies, au fait que les objets de nos affects étaient des objets semblables à nous. Toute cette mécanique peut parfaitement se développer, et en cela elle est semblable à la mécanique affective de Hobbes, ou à celle de Descartes, ou à celle de la plupart des philosophes du VIIe siècle. Toute cette mécanique affective peut se développer sans que nous ayons besoin de nous représenter des tiers semblables à nous dans la vie affective. D'où d'ailleurs l'importance du fait que Spinoza parle de choses, ou utilise des pronoms neutres pour désigner ceux qui interviennent, soit comme objet, soit comme autre agent, mais objet à leur tour, à l'intérieur de cette vie affective. Donc cette vie affective, ça comprend quelque chose qu'on peut, avec beaucoup de prudence, appeler un sujet, celui à qui ces affects surviennent, et puis des objets, font des objets directs, les objets que nous aimons, que nous haïssons, et des objets indirects, c'est-à-dire des objets qui interviennent à l'égard des objets directs et à l'égard desquels, du coup, nous développons des affects dérivés. Effectivement, dans ces 26 premières propositions, Spinoza s'est tenu à ce qu'il avait promis, c'est-à-dire que cette mécanique des affects a bien mis entre parenthèses tout jugement moral. Il a expliqué comment la haine se développe sans nous dire que la haine, ce n'est pas bien. Il nous a montré pour quelles raisons tout à fait objectives il est naturel que nous nous réjouissions du malheur d'autrui, quand autrui, quelqu'un est par nous. Il nous a pas dit que ce n'était pas bien. Il a aussi montré comment la commisération, ou la pitié si vous voulez, naît en nous, mais il ne nous a pas dit que c'était bien. Donc, on voit apparaître, au fond, à égalité sur le plan descriptif, des affects que d'habitude la morale traditionnelle, disons pour faire vite la morale judéo-chrétienne, considère pour certains comme des vertus et pour d'autres comme des vices. Mais ces notions de vertu ou de vice n'apparaissent pas du tout dans cette description de Spinoza. Cette description consiste simplement à analyser comment sont produits ces effets nécessaires que sont la joie, la tristesse, l'amour, la haine, la commisération, l'envie ou l'orgueil, ou tous les autres. Bien, on va maintenant passer à un deuxième grand moment de Éthique 3, c'est-à-dire un moment qui va mettre en jeu un nouveau mécanisme de production d'affects, un mécanisme plus complexe qui est celui de l'imitation des affects, donc de celui qui a été annoncé par deux fois sans être expliqué jusqu'ici, et qui est fondé sur la similitude entre le quasi-sujet et d'autres êtres qui interviennent dans l'univers affectif. C'est-à-dire que désormais, on va considérer que l'univers affectif, ça n'est plus un quasi-sujet et des objets, c'est un quasi-sujet et d'autres quasi-sujets semblables à lui, plutôt qu'il imagine semblables à lui. Alors, on a vu déjà que Spinoza a utilisé le verbe « juger », on verra dans la suite qu'il le réutilise, mais il faut bien voir que ce terme « juger » n'a pas un sens fort, il ne s'agit pas de jugement rationnel. Nous pourrons, lorsque nous serons développés rationnellement, juger que telle ou telle personne est semblable à nous, mais en réalité, il y a des jugements de l'affect qui ont lieu toujours déjà dans notre esprit, avant même que nous commencions à fabriquer le jugement rationnel. C'est-à-dire que toujours déjà, j'imagine que telle chose est semblable à moi et que telle chose ne l'est pas. Et ça n'a pas du tout besoin d'avoir un fondement rationnel. Et bien entendu, la plupart du temps, cette imagination de similitude sera beaucoup plus fortement fondée sur des préjugés issus de mon imaginaire ou de mon histoire, ou de ma biographie, ou de la biographie de mon peuple, et non pas du tout sur des considérations rationnelles. C'est ça qui expliquera par exemple que dans une guerre, je puisse rester relativement indifférent au cadavre des autres et que je suis ému par le cadavre de gens de ma patrie, parce que le patriotisme est un affect qui, avant toute réflexion rationnelle, a pénétré profondément en moi et m'a appris que ceux-ci sont mes semblables et que les autres ne sont pas, d'une certaine façon, totalement mes semblables. Et puis, au moment où tout d'un coup, je commence à penser que les autres aussi sont mes semblables, à ce moment-là, le patriotisme commence à s'émousser et à faire place à d'autres affects.
Pensez à ce qui se passe dans la guerre de 14-18 et au moment de très forte haine des deux camps l'un contre l'autre, et au moment au contraire où, à tel ou tel moment, on voit les soldats fraterniser, où on voit tout d'un coup des gens se dire mais en face aussi ils souffrent. C'est que tout d'un coup, le phénomène de la similitude est en train de changer de dimension. Donc ce genre d'alternance affective n'est pas du tout étonnant pour Spinoza, ça renvoie tout à fait à la modification du jugement pré-rationnel. Donc je lis d'abord position 27. Si nous imaginons, remarquez bien que le mot important ici c'est imaginer. Si nous imaginons qu'une chose semblable à nous, et à l'égard de laquelle nous éprouvons d'affection d'aucune sorte, donc c'est une chose qui, a priori, nous est indifférente. Donc on n'est pas dans le cas qui était analysé dans les propositions 21 à 26, à savoir l'identification amoureuse, ou la contre-identification par la haine. Si nous imaginons qu'une chose semblable à nous, et à l'égard de laquelle nous éprouvons d'affect d'aucune sorte, éprouve quelque affect, nous éprouvons par cela même un affect semblable. Autrement dit, ce que Spinoza désigne ici, c'est un affect qui naît en nous, simplement par la considération que cet affect est chez autrui. Et pas par identification affective. Ça n'est pas lié au fait que j'aime la personne chez laquelle cet affect est en train de naître. Donc je vois chez quelqu'un que par ailleurs je ne connais pas, à l'écart duquel je n'ai aucune idée, aucun préjugé, rien, je ne l'aime pas particulièrement, je ne le déteste pas particulièrement, je vois en lui tout d'un coup de la joie, de l'espoir, etc. Et bien tout d'un coup, au moins embryonnairement, naît en moi de la joie, de l'espoir, de l'envie, tout ce que vous voudrez, tout ce qu'il y a chez lui. Spinoza est donc en train de décrire là un phénomène totalement différent de tout ce qu'il a décrit jusqu'ici, c'est-à-dire un affect, alors toujours originairement sans objet, mais au fond par imitation de ce qui se passe chez un autre quasi-sujet. Et cette imitation a lieu à cause de la similitude, ou à cause de l'imagination de similitude. Donc il faut bien voir que dans cette seconde partie de l'éthique 3, les mots-clés, ce sont similitude et imitation, qu'il n'y a imitation que parce qu'il y a similitude, ou plutôt qu'il n'y a imitation que parce qu'il y a imagination de similitude. Elle peut être vraie, elle peut ne pas l'être. Alors regardons maintenant la démonstration. La démonstration est extrêmement difficile et en un sens extrêmement elliptique. On peut même s'étonner que pour quelque chose d'aussi fondamental que l'imitation des affects, Spinoza donne une démonstration aussi rapide. Mais après tout, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Quand il s'agit, au début de l'éthique 2, de démontrer que Dieu est chose étendue, il va tout aussi vite. Alors, les images des choses, rerum imagines, sont des affections du corps humain, et là il s'agit bien de affectiones et pas d'affectus, c'est-à-dire sont des modifications du corps humain, dont les idées nous représentent les corps extérieurs comme nous étant présents. Autrement dit, ici il rappelle quelque chose qu'on a vu dans l'éthique 2, lorsque nous rencontrons un corps extérieur, c'est-à-dire lorsqu'il entre en contact avec nos sens, que ce soit par le toucher, par la vue, enfin rencontre le sens le plus large possible, lorsqu'un corps extérieur vient à tout d'un coup pénétrer dans notre horizon de sensibilité, eh bien, il se produit une modification de notre corps, une affectio corporis, et cette modification, Spinoza appelle une image. Je rappelle que l'image, c'est quelque chose qui, pour Spinoza, est à l'intérieur du corps et non pas de l'esprit. Mais à cette modification dans notre corps, à cette image dans le corps, correspond une idée de l'image dans l'esprit, une idée de la modification de notre corps dans l'esprit. Donc les idées que nous appelons habituellement les idées des choses, ce sont bien plutôt les idées des modifications de notre corps à l'occasion de la rencontre avec les choses. Si je me fais mordre par un chien, ça modifie quelque chose dans la main que j'ai imprudemment tendue, mais en même temps, il y a une modification qui se fait en esprit, qui est l'idée de cette modification de mon corps.
Et bien entendu, spontanément, je crois que cette idée, c'est une représentation du chien. En fait, c'est pas du tout une représentation du chien, c'est une représentation de la rencontre entre mon corps et le chien. Alors, c'est relativement facile à comprendre quand il s'agit d'un contact immédiat, comme le toucher ou la morsure. Mais il faut bien se dire que c'est pareil dans une rencontre comme la vision. Si je vois le même chien à 200 mètres, cela modifie mon corps, mon système optique d'une certaine façon. En même temps, il y a en moi une idée qui est l'idée de cette image, l'idée de cette modification au système optique. Donc, la représentation visuelle du chien. Et spontanément, je crois que cette représentation visuelle du chien, c'est une idée du chien. Mais cette représentation visuelle n'est pas plus une idée du chien que la morsure de ma main. C'est à chaque fois une idée qui correspond à la rencontre entre mon corps et le corps extérieur. Encore une fois, que cette rencontre se fasse par le toucher, par l'ouïe ou par la vue. Mais c'est moins facile pour nous à comprendre quand il s'agit de la vue, quand il s'agit du contact immédiat. Donc, les idées que j'ai de ces choses extérieures, que je me représente, sont en fait les idées de ma rencontre avec elles. Alors, je continue à lire le texte. C'est-à-dire, ces idées impliquent la nature de notre corps et en même temps la nature présente du corps extérieur. Donc l'idée en question est toujours une idée confuse puisqu'elle mélange nos deux natures. Quand je vois le chien loin de moi, je mélange en fait ce qui tient à moi, mon système optique, et ce qui tient à lui, l'image qui est projetée vers moi. Si donc la nature d'un corps extérieur est semblable à celle de notre corps, autrement dit, s'il y a une propriété commune dans le corps extérieur et dans notre corps, l'idée du corps extérieur que nous imaginons enveloppera un affect de notre corps semblable à celui du corps extérieur. Donc la propriété commune dans les deux fera naître en nous une notion commune. Au fond, c'est exactement la même chose que la naissance des notions communes dans l'éthique 2 qui a produit la raison. Sauf qu'ici, ces notions communes sont des notions communes imaginaires. Et par conséquent, si nous imaginons quelqu'un de semblable à nous affecté de quelque affect, cette imagination enveloppera un affect semblable de notre corps. Donc, la communauté même imaginaire d'affect, la communauté même imaginaire de nature entre l'objet externe et moi va provoquer la naissance de l'affect commun entre l'objet externe et moi. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour que cet affect commun ait lieu? C'est qu'il y ait la représentation de nature commune, ou l'imagination de la nature commune. Comme je m'imagine en voyant, alors un autre homme par exemple, je vois un autre homme qui est agressé dans la rue par des gens méchants qui lui donnent des coups de gourdin, ou par des policiers qui sont en train de le matraquer, je me représente la nature de cet homme comme semblable à la mienne. Eh bien, comme j'imagine l'affect qu'il subit actuellement, la tristesse qu'il subit comme une conséquence de sa nature, automatiquement, confusément, comme j'associe la représentation de sa nature à la représentation de la mienne, j'associerai un affect semblable à ma propre nature. Donc, comme les affects, encore une fois, sont toujours des phénomènes dynamiques, le fait de me représenter ces affects, ça me fait subir cet affect. Et donc, la tristesse naît en moi comme conséquence de ma propre nature telle que je la représente. Alors, il ne faut pas objecter, mais tout ça, c'est imaginaire. Puisque, bien entendu, tout ce système des affects se passe dans l'imagination. Mais ça n'est pas parce que c'est imaginaire que c'est en moi réel. Je continue la lecture de Scully. Par cela même, donc, que nous imaginons qu'une chose semblable à nous éprouve quelque affect, nous éprouvons un affect semblable au sien, et si au contraire nous avions en haine une chose semblable à nous, nous éprouverions dans la mesure de notre haine un affect contraire et non semblable au sien. C'est ce que nous avons vu dans Proposition 22. Scully, cette imitation des affects, quand elle a lieu à l'égard d'une tristesse, s'appelle commisération. Remarquez que Spinoza est en train ici de reprendre le terme commisératio, mais en un autre sens que celui de Scully, la Proposition 22. Et il avait d'ailleurs annoncé la couleur dès ce moment-là. Donc le mot commisératio a bien deux sens chez Spinoza. D'une part,
commisératio qui naît de la tristesse, commisératio, c'est la tristesse qui naît en nous parce que nous voyons triste un objet que nous aimons et qui n'a pas besoin d'être semblable à nous. Quelqu'un bat un petit chat que j'aime bien, je n'ai pas besoin de m'imaginer que le petit chat est semblable à moi, mais il suffit que je l'aime bien. Et commisératio au sens 2, la tristesse qui naît en moi, par la tristesse que j'imagine chez quelqu'un que j'imagine semblable à moi. Et je n'ai pas besoin de l'aimer. Donc je vois quelqu'un battre un autre homme, même je n'ai pas besoin d'aimer cet autre homme, du moment que je me le représente semblable à moi, je suis submergé par la même tristesse que j'imagine en lui. Donc ce sont bien deux mécanismes différents qui produisent la commisération. Même si de fait, dans la vie courante, nous ne nous en rendons pas compte. L'un qui est l'effet de l'identification amoureuse, et l'autre qui est l'effet de la similitude, ou plutôt de l'imagination de similitude. Alors de fait, ce mécanisme affectif, il ne va pas naître seulement à l'égard d'une tristesse. Il peut naître simplement à l'égard d'un désir, c'est-à-dire du premier affect fondamental. Donc, si c'est à l'égard d'un désir, cupiditas, elle devient émulation, donc là il utilise un autre nom, qui n'est rien d'autre que le désir d'une chose engendrée à nous de ce que nous imaginons que d'autres êtres semblables en ont le désir aussi. Autrement dit, si vous pensez par exemple à toutes les théories de Girard sur à partir de mensonges romantiques et vérités romanesques, les raisons pour lesquelles nous désirons. On croit toujours, dit Girard, qu'on désire d'abord quelque chose et qu'ensuite on est jaloux parce qu'on voit quelqu'un d'autre le désirer. Et il dit mais c'est pas vrai du tout. Et il prétend trouver des exemples dans le roman français du XIXe siècle, chez Stendhal en particulier. Il dit en réalité la jalousie précède le désir et non pas le contraire. C'est parce que nous voyons quelqu'un désirer quelque chose que naît en nous le désir de la même chose. Donc nous ne sommes pas d'abord désirants et ensuite jaloux, c'est le désir d'autrui qui éveille notre désir à nous. Eh bien, Spinoza est en train exactement de dire ça. Sauf que pour lui, ce n'est pas un cas général, mais c'est un cas relativement courant. L'émulatio, c'est le désir qui naît chez nous, non pas pour une raison interne directe, non pas évidemment à cause d'une qualité de l'objet, ça on a vu que Spinoza est très sceptique sur le fait que ce sont les qualités propres de l'objet qui provoqueraient le désir, mais là, le désir naît du désir d'autrui. Donc finalement, je ne pensais pas à me présenter pour devenir maire de ma commune, mais je vois que quelqu'un d'autre désire absolument devenir maire, ça me fait réfléchir, plutôt ça me fait imaginer, et je me dis, mais ça serait pas si mal que ça de devenir maire de ma commune. Et du coup, je me présente aussi. C'est bien de voir quelqu'un le désirer qui m'a rendu désirant à mon tour. Donc ici, l'émulation, c'est au fond l'équivalent sur le plan du désir de ce que la commisération est sur le plan de la tristesse. Donc, dans toute la première partie d'Éthique 3, on avait vu que ça n'est pas l'objet qui provoque l'affect. C'est au fond le mécanisme normal de notre corps et de notre imagination qui provoque l'affect, et ensuite l'affect se cherche un objet. Et là, nous trouvons une deuxième route de l'affect. L'affect n'est toujours pas provoqué par les qualités internes de l'objet, il est provoqué par le désir d'un autre ou la tristesse d'un autre à l'égard de l'objet. C'est-à-dire que cette fois, le processus n'est plus interne uniquement, le processus interne est provoqué bien par chose d'externe, mais cette chose externe n'est pas l'objet lui-même, il est la tristesse ou le désir du quasi-sujet. Alors, on pourrait dire que cette proposition 27 est une des propositions les plus essentielles d'éthique 3 et même de toute l'éthique. Et la preuve qui est tout à fait essentielle, c'est qu'il munit non seulement d'une démonstration, comme toutes, et d'ascolie comme quelques-unes, mais en outre de trois corollaires. Autrement dit, tout se passe comme si Spinoza disait, on va s'arrêter ici un instant et on va mesurer l'importance de ce qu'on vient d'introduire. Alors, il a raison de penser que c'est important, puisqu'on ne trouve guère l'équivalent de tout cela chez les autres philosophes de l'âge classique. Donc, chez les autres philosophes de l'âge classique, on trouve des équivalents de tout ce qu'il a dit en proposition à 26.
pas des équivalents exacts, mais en gros, on est dans un terrain, on est sur un terrain où un cartésien ou un hobbésien peut se reconnaître. Et donc on peut penser que le premier cercle de lecteurs qui entoure Spinoza, ceux que nous connaissons comme étant ses correspondants par exemple, ou les gens dont ces biographes nous disent qu'il les fréquentait, tous ces gens qui étaient tous de formation un peu cartésienne, un peu hobbesienne, un peu cassindiste, enfin, tous issus de ce qu'on appelait la nouvelle philosophie à l'époque, enfin, tous ces anti-aristotéliciens. En lisant les 25 premières propositions, ils se retrouvent dans un territoire connu. Il faut qu'ils apprennent un autre dialecte de ce langage, mais c'est un langage qu'ils ont déjà pratiqué, avec des variantes, avec une espèce de radicalité beaucoup plus virulente, le refus du libre arbitre, la mise au premier plan du désir. Mais au fond, ce dialecte n'est jamais qu'un dialecte plus fort à l'intérieur de quelques lois grammaticales générales, dirais-je, pour filer la métaphore. Ici, maintenant, ils apprennent quelque chose de tout nouveau. Ils changent véritablement de registre. Ils viennent sur un autre continent. Donc, les corollaires vont être amenés à évaluer ce changement de registre. Donc, corollaire 1. Si nous imaginons que quelqu'un à l'égard de qui nous éprouvions d'affection d'aucune sorte affecte de joie une chose semblable à nous, nous serons affectés d'amour envers lui. Si au contraire nous imaginons qu'il affecte de tristesse, nous serons affectés de haine envers lui. Alors on se dit, tiens, mais on a déjà entendu ça. Oui, on a déjà entendu ça dans les règles de l'identification amoureuse, quand il s'agissait d'analyser l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire l'intervention d'un agent, qui provoquait joie ou tristesse chez autrui. Mais joie ou tristesse chez un autrui aimé. Et en conséquence, le partage de la joie de la tristesse en nous se faisait à cause d'identification amoureuse. Ici, le point corollaire transpose ce mécanisme du côté de l'imitation par similitude. Donc à ce moment-là, on n'a plus besoin que le quelqu'un en question, ni que la chose soit identifiée effectivement par nous. En quelque sorte, l'imitation des affects va pouvoir créer des affects dans une zone neutre axiologiquement, dans une zone où nous n'aimons et ne détestons personne. Pourquoi c'est important ? C'est important, par exemple, pour expliquer tous les phénomènes d'affect de foule. Pourquoi est-ce que quand nous sommes dans une foule, nous mettons tout d'un coup à crier la même chose que crient les autres, à aller massacrer le roi quand la foule est en train de massacrer le roi, ou aller l'adorer quand la foule est en train de l'adorer? La plupart des gens qui sont dans cette foule, nous ne les connaissons pas. Nous n'avons aucun affect à leur égard. Or, le phénomène de foule, c'est typiquement, enfin la passion collective, c'est typiquement l'affect dans lequel nous n'avons pas d'affect préétabli. Et où en fait, ce qui joue comme moteur de l'affect, c'est l'imagination de similitude. Des tas de gens semblables à nous sont en train de courir vers la place de la Concorde, nous courons tous vers la place de la Concorde. Des tas de gens semblables à nous s'écrient à Berlin, nous mettons à crier à Berlin. Et puis à Sedan, on a une surprise. Bon. Donc, en fait, il y a là un mécanisme générateur d'énormément d'affects politiques. Corollaire 2. Si une chose nous inspire de la commisération, nous ne pouvons l'avoir en haine à cause de la tristesse dont sa misère nous affecte. La première chose à remarquer, l'introduction ici du terme miseria. Miseria, effectivement, c'est la même famille que commiseratio, ou que le verbe qui est utilisé ici, nos miseret, ce qui nous inspire la commisération. C'est un terme qu'on va retrouver dans les phrases qui suivent. La miseria, la misère, c'est au fond l'état dans lequel nous voyons quelqu'un. L'état, alors la miseria, c'est la tristesse de quelqu'un, mais la tristesse dans la mesure où elle a un effet sur nous. C'est, je dirais, une tristesse efficace.
la tristesse en tant que phénomène causal à l'égard de nos propres actions. Donc quand Spinoza parle de la misère d'autrui, il ne renvoie pas spécialement à telle ou telle situation matérielle ou affective, il renvoie plutôt au fait que cette situation a des effets sur nous, que nous sommes émus, que nous sommes pleins de commisération à son égard. Donc si une chose nous inspire la commisération, nous ne pouvons l'avoir en haine à cause de la tristesse dont sa misère nous affecte. Autrement dit, la commisération, mais cette commisération de type 2 particulièrement, bloque un autre type de mécanisme affectif, c'est-à-dire le mécanisme de haine. Démonstration, si en effet nous pouvions l'avoir en haine, proposition 23, nous serions joyeux de sa tristesse, ce qui est contre l'hypothèse. Or, ce qu'on a vu plus haut, c'est que nous pouvons de fait être joyeux de sa tristesse, mais nous serons, au fond, nous ne sommes joyeux de sa tristesse que dans la mesure où la commisération est bloquée en nous. La mesure où la commisération se développe, c'est la joie née de sa tristesse qui est bloquée. Donc, la joie qui en nous naît de la tristesse d'autrui, je vois mon voisin que je n'aime pas parce que c'est fait dans l'escalier, c'est une joie qui est fragile, ça nous avait été dit un peu plus haut, et finalement qui tend à devenir de plus en plus inexistante au fur et à mesure que la commisération se développe. Donc on a là un exemple type de ce qui va permettre, à l'intérieur d'une éthique de la servitude, de réduire certains affects. Donc la haine à l'égard d'autrui, ou la joie à l'égard de son malheur, va être réduite ici, non pas du tout par la raison, non pas du tout parce qu'un philosophe ou un théologien nous aurait dit « c'est pas bien de faire comme ça », et pas non plus parce que moi-même, rationnellement, je me suis dit « c'est pas bien de faire comme ça », elle est réduite par un autre affect, la commisération. Donc ce qu'on voit, c'est ce qui c'est ici, ce sont bien les fondements d'une éthique interne à la servitude, d'une éthique antérieure au fait que la raison se développe dans les hommes, mais qui déjà, de façon pré-rationnelle, les pousse à bloquer certains affects grâce à d'autres affects. Mais bien entendu, on voit tout de suite les limites d'une telle éthique. C'est que si jamais le premier affect, par exemple l'affect de haine, est trop fort, trop violent, il va submerger la commisération au contraire. Donc l'impossibilité peut se passer dans les deux sens. Corollaire 3. Si un objet nous inspire de la commisération, nous nous efforcerons autant que nous pourrons de le délivrer de sa misère. Donc, de le délivrer de sa misère, a sua miseria liberare. Le verbe liberare est important, c'est vraiment le libérer, l'émanciper. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, nous retrouvons là ce que nous venons de voir dans un certain nombre des théorèmes précédents, c'est-à-dire le fait que chez Spinoza, une idée est toujours quelque chose de dynamique. Une idée, donc un affect, puisque affect est une idée, est toujours quelque chose de dynamique. Nous ne nous contentons pas de subir passivement nos affects, nous les traduisons en efforts. Donc quand je subis un affect de joie, je fais effort pour qu'elle continue. Quand je subis un affect de tristesse, je fais effort pour la diminuer. Donc comme la tristesse que je vois chez autrui semblable à moi provoque de la tristesse en moi, je fais effort pour diminuer cette tristesse en moi, donc pour supprimer sa cause, qui est la misère en autrui, donc je vais faire effort pour diminuer cette misère. Nous avons là, en quelque sorte, une explication mécanique, géométrique, de la raison pour laquelle nous essayons de faire du bien à autrui, pour laquelle nous essayons de le délivrer de sa misère. Autrement dit, la volonté d'émanciper autrui, l'altruisme, si on veut, avant d'apparaître comme un devoir, religieux, philosophique, rationnel, peu importe, c'est d'abord un affect qui naît en nous de façon tout à fait naturelle. Il y a en nous une tendance spontanée à libérer autrui de sa misère, tout simplement parce que cette misère nous fait souffrir. Parce que cette tristesse nous rend triste. Donc l'effort totalement naturel par lequel nous essayons de ne pas être tristes nous amène à essayer d'émanciper autrui.
Donc vous voyez qu'il en est de cet effort d'émancipation d'autrui comme de l'indignation qu'on a vu un peu plus haut, les raisons morales par lesquelles nous essayons de libérer autrui de sa misère, ou les raisons politiques pour lesquelles nous essayons de lutter contre un tyran, elles s'appuient toujours sur un soubassement affectif. Même si nous trouvons après coup, si nous croyons trouver après coup des raisons rationnelles pour agir ainsi, nous avons d'abord un soubassement affectif qui nous fait agir ainsi avant toute démonstration rationnelle. Donc peut-être qu'ensuite, une morale rationnelle nous dira c'est bien d'aider autrui, ou c'est mal de l'aider, enfin, tout dans certains cas c'est peut-être mal, c'est bien de lutter contre un tyran ou c'est mal de lutter contre un tyran, et là aussi, suivant les cas, c'est pas bien ou mal. Par exemple, dans le traité de logique politique, Spinoza dit très clairement que donner son manteau, abandonner de bon gré son manteau à un voleur, c'est bien dans certaines circonstances et c'est très mal dans d'autres. Dans d'autres, il vaut beaucoup mieux faire appel à la justice pour le faire arrêter, juger, condamner et pendre. Tout dépend du contexte, de l'État, etc., etc. Donc, on a là, au fond, les mécanismes affectifs qui ont servi de soubassement à l'éthique, mais qui, en eux-mêmes, n'ont pas de signification éthique. Et qu'on doit analyser pour eux-mêmes avant de les juger éthiquement. Et bien entendu, à ce niveau-là, rien ne nous permet de condamner certains comportements plutôt que d'autres. Ils sont tous aussi naturels les uns que les autres. Bon, Scully du corollaire 3, donc vous voyez la lourdeur, la massivité de cette proposition 27, est à la fois une démonstration, un Scully, 3 corollaires dont chacun est démontré, et dont le troisième a lieu un Scully. C'est vraiment comme Spinoza nous disait ici, réfléchissez bien à tout ce qu'on vient d'introduire en introduisant cette imitation des affects. Donc Scully, cette volonté ou cet appétit, rappelez-vous que ce sont les autres noms du désir, cette volonté ou cet appétit de faire du bien, qui naît de notre commisération à l'égard de la chose à laquelle nous voulons faire du bien, elle s'appelle bienveillance, benevolentia. Et ainsi, la bienveillance n'est autre qu'un désir, n'est rien d'autre qu'un désir né de la commisération. Bon, au sujet de l'amour et de la haine pour celui qui fait du bien et du mal, à la chose que nous imaginons sembler à nous, voir d'ailleurs ce qu'est proposition 22, donc là il renvoie à ce qu'il avait dit d'avance, c'est-à-dire à l'indignation. Donc nous sommes ici dans une situation, au fond, nous avons quitté maintenant les passions fondamentales et leur multiplication d'objets et leur multiplication par dérivation. Nous en sommes à, premièrement, la fondation de nouveaux dérivés par imitation des affects. Deuxièmement, un certain nombre de signes qui nous indiquent que ce sont ces passions-là, ces passions nées de l'imitation des affects, qui sont dans la vie réelle les passions essentielles, qui sont dans la vie réelle, collective et politique, les passions essentielles. Donc il faut bien voir que pour Spinoza, il y a au fond 2 niveaux du regard sur les affects. Les affects, ils sont en nous, devant nous, à la fois les nôtres et ceux d'autrui, avant que nous commencions à réfléchir. Bien entendu, quand nous commençons à réfléchir, nous sommes devant une foule d'affects extrêmement divers, extrêmement compliqués, et dans chaque situation singulière, il y a toute une série d'affects qui sont en train de se mêler les uns aux autres. Chez des gens qui sont en train de passer un marché, se mêlent à la fois l'avarice, la cupidité, la relation avec autrui, les affects liés à la relation avec autrui, la fureur, l'envie, tout ce que vous voudrez. Pour arriver à comprendre ce qui se passe, il faut d'abord se livrer à une sorte d'épuration. Cette épuration nous renvoie aux affects les plus essentiels génétiquement, c'est-à-dire le désir, la joie, la tristesse. Et on a là une première démarche qui consiste à produire, à partir de ces affects, la multitude des affects dérivés. Ensuite, on introduit la deuxième source affective, qui est l'imitation affective. Et cette imitation va produire, en se mêlant en outre, en se conjuguant en outre à la première source, le monde complexe de toute une série d'autres affects. Mais dans la réalité, nous ne sommes jamais seuls, nous sommes toujours avec d'autres humains. Donc la réalité de notre vie,
ce sont les relations interhumaines. Eh bien, dans les relations interhumaines, nous allons, la plupart du temps, nous trouver essentiellement face à des affects complexes qui seront nés de la limitation des affects et aussi des premiers processus, mais déjà mélangés à l'imitation des affects. Donc nous ne nous trouvons pratiquement jamais en face d'affects simples. Nous nous trouverons toujours, exactement comme lorsque nous regardons le monde physique, nous ne nous trouvons jamais en face de cercles, de triangles et de lignes droites. Mais nous avons besoin de passer par les cercles, les triangles, les lignes droites pour construire une mathématique et une physique qui nous permet de comprendre le monde réel. Ici, c'est pareil. Nous ne nous trouvons pratiquement jamais face au désir, à la joie, à la tristesse, à l'état pur. Mais nous avons besoin de passer par eux pour essayer de reconstruire la complexité des rapports humains. Donc pour savoir ce qui se passe dans nos relations avec autrui, dans nos relations avec la cité, et finalement dans nos relations avec nous-mêmes, au sens où notre relation avec nous-mêmes est une conséquence, une réintrojection de notre relation avec autrui et de notre relation avec la cité. Donc, je continue maintenant la lecture de Éthique 3 dans l'ordre. Proposition 28. Tout ce que nous imaginons qui mène à la joie, nous nous efforçons d'en procurer la venue. Tout ce que nous imaginons qui lui est contraire ou mène à la tristesse, nous nous efforçons de l'écarter et de le détruire. Donc, là, on est de nouveau du côté du caractère dynamique de l'affect, ou de l'idée, mais maintenant, c'est un dynamisme qui prend en vue non plus du tout l'affect lui-même, mais les causes de l'affect. Et ces causes de l'affect, ce ne sont plus des agents, au sens strict, mais des causes au sens le plus général du terme. J'ai une démonstration. Ce que nous imaginons qui nous mène à la joie, nous nous efforçons autant que nous pouvons de l'imaginer. C'est-à-dire, nous nous efforçons autant que nous pouvons de le considérer comme présent ou comme existant en acte. Imaginer, c'est rendre présent. Rendre présent imaginairement, mais donc le plus possible, rendre présent réellement. Mais entre l'effort de l'âme, ou la puissance qu'elle a en pensant, et l'effort du corps, ou la puissance qu'il a en agissant, bon, j'essaie de traduire plus près du texte, ne fait à pune, ces deux efforts sont par nature égaux et simultanés. Donc nous faisons effort absolument parlant pour que cette chose existe, c'est-à-dire nous en avons l'appétit, nous y tendons. Donc, en même temps que nous imaginons que cette chose existe, nous tendons réellement à ce qu'elle existe dans le monde des corps. Maintenant, si nous imaginons que ce que nous croyons être cause de tristesse, c'est-à-dire ce que nous avons en haine est détruit, nous serons joyeux. Et ainsi, nous nous efforcerons de le détruire. Sous-entendu, de les détruire effectivement. C'est-à-dire de l'écarter de nous, afin de ne le point considérer comme présent. Autrement dit, lorsque quelque chose me rend triste ou me rend joyeux, ou plus exactement, lorsque je m'imagine qu'il me rend triste ou qu'il me rend joyeux. Encore une fois, je peux très bien me tromper dans mon évaluation. Et d'une certaine façon, quand plus tard Spinoza dira que la raison ne veut rien contre la nature, ce qu'il voudra dire par là, c'est qu'au fond, la raison ne fera que évaluer mieux ce que l'affect évaluait parfois mal. Je m'efforce passionnellement d'écarter ce dont je crois qu'il provoquera en moi de la tristesse. Je m'efforce rationnellement d'écarter de façon efficace ce dont je sais qu'il provoquera en moi de la tristesse. Donc, le processus est bien le même. Faire effort pour écarter ce qui rend triste. Simplement, dans le cas de la passion, l'évaluation peut être mauvaise, et le choix des moyens peut être mauvais. Dans le cas de la raison, l'évaluation est adéquate et le choix des moyens est adéquat. Donc quand je suis passionné, je peux m'imaginer par exemple que beaucoup manger ou que obtenir beaucoup de pouvoir me mène à la joie. En fait, au bout d'un certain temps, la raison, et peut-être même un début de comparaison entre les affects, m'amènera à me rendre compte que si je mange beaucoup, je vais être malade,
et que si je passe ma vie à vouloir désirer le pouvoir, je vais passer ma vie à recevoir des coups, à lutter pour garder contre toutes les envies et jalousies le pouvoir que j'ai obtenu, et donc, au fond, soit la recherche du plaisir, soit la recherche des honneurs, se révéleront apporter beaucoup plus de tristesse que de joie. Mais à ce moment-là, j'abandonnerai peut-être la recherche de joie et de tristesse pour rechercher plutôt le bien suprême, la sagesse, si c'est de ça que parle le début de traité l'enfant de l'entendement. Mais au fond, est-ce que l'individu qui cherche là est très différent de celui qui cherche l'autre? Le premier, s'imaginer que le plaisir et le pouvoir lui apporteraient de la joie, il a cherché à obtenir de la joie. Le second s'imagine, et peut-être a-t-il raison rationnellement, que c'est plutôt la sagesse qui lui apportera la béatitude, et il cherche à obtenir la sagesse et la béatitude. Donc, en un sens, l'homme rationnel ne fait pas autre chose que ce que fait l'homme passionné. Simplement, il évalue mieux à la fois son but et ses moyens. Donc, il faut bien voir que cette proposition 28 ici nous décrit au fond à la fois le comportement de l'homme qui sera vaincu par la passion et le comportement de l'homme rationnel. Il définit à la fois le comportement de l'homme au début de l'éthique 4, à la fin de l'éthique 4 et dans l'ensemble de l'éthique 5. D'où, je le répète, la raison ne demande rien contre la nature. Et elle ne demande en un sens rien contre l'affect. Elle obtient simplement, elle donne simplement les moyens d'évaluer mieux et d'obtenir mieux ce que recherche l'affect. Proposition 29. Nous nous efforcerons aussi à faire tout ce que nous imaginons que les hommes verront avec joie, et nous aurons en aversion de faire ce que nous imaginons que les hommes ont en aversion. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la proposition 29 par rapport à la proposition 28 ? Dans les deux cas, il s'agit de mettre en œuvre des moyens pour produire ce qui provoque la joie et pour écarter ce qui provoque la tristesse. Sauf que dans la proposition 28, il ne s'agissait que de nous. Dans la proposition 29, il s'agit non pas de nous, mais des autres hommes. C'est-à-dire que nous sommes ici, semble-t-il, du côté de ce qui a été écrit dans les corollaires de la proposition 27. Nous sommes bien ici dans le règne de l'imitation des affects. Comment se nomme cette passion? Parce que finalement, Spinoza l'énonce et il ne va la nommer que dans le Scoli, comme souvent. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que le nom de cette passion est double. Cet affect, cette mise en œuvre de l'affect, qui consiste à s'efforcer de produire la joie et d'écarter la tristesse, a deux noms. Non pas du tout l'un qui correspond à la joie et l'autre qui correspond à la tristesse. Non, non, pas du tout. Mais elle a deux noms en fonction de la dimension interhumaine dont il s'agit. Il peut s'appeler soit ambitio, soit humanitas. Donc, comment traduire Pune, ambition ou bien humanité. Bon, il transcrit à chaque fois. Finalement, ce n'est pas le plus mauvais choix à faire. Je lis le Scoli. Cet effort pour faire une chose et aussi pour nous en abstenir, afin seulement de plaire aux hommes, s'appelle ambition. Surtout quand nous efforçons à plaire aux vulgaires avec une proportion telle que nous agissons, nous abstenons à notre propre dommage ou à celui d'autrui. Autrement, on a coutume de l'appeler humanité. Autrement dit, la même tendance, on lui donne, et là Spinoza ne dit pas « je l'appelle », il dit « on lui donne ce nom » ou « vocatour », ou même « on a coutume de l'appeler », appelle Larry Solette. Donc ici, il fait vraiment référence non pas à une nomination faite par lui, mais par la nomination qui est reçue dans la langue. Et cette nomination reçue dans la langue, bien entendu, elle ne correspond pas totalement au réel. La preuve, c'est qu'un seul fait réel, une seule tendance, a deux noms. Et elle a deux noms parce que les hommes mêlent à la description du fait leur évaluation. Le nom de humanitas, avoir de l'humanité, est évidemment un nom laudatif, élogieux, et le mot ambitio, ambition, est évidemment un nom péjoratif. Donc là encore, vous voyez que la démarche de Spinoza l'amène à bouleverser les classifications usuelles. Ces deux choses dont vous faites l'une une vertu, l'humanité, et l'autre un vice, l'ambition,
Moi, je vous dis qu'en réalité, c'est la même tendance qui est produite par le même mouvement. Alors, ce que Spinoza concède, c'est que ce mouvement se modalise de deux façons différentes. Dans un cas, l'ambition, on s'efforce de plaire au vulgaire, y compris à ses propres dommages ou aux dommages d'autrui. C'est-à-dire qu'on met en avant le fait d'obtenir la faveur du vulgaire, y compris si on doit y perdre quelque chose, ou même si un autre peut y perdre quelque chose. Et si on le fait sans cette volonté de s'acquérir des faveurs à tout prix, c'est l'humanité. Alors ça va nous faire penser à quelque chose. Je citais il y a un instant le début du traité de la réforme de l'entendement. Mais c'est exactement cela que Spinoza décrit quand il parle du traité de la réforme de l'entendement des trois biens de la vie courante. Il dit le plaisir, l'honneur, la richesse. Et il cherche à montrer que chacun des trois nous entraîne dans quelque chose d'insupportable. Et à propos des honneurs, c'est-à-dire de la recherche du pouvoir, en gros, ce qu'il appelle honorès, c'est les désirs liés à la politique, liés aux relations interhumaines. Il dit que un de leurs côtés plus faibles, un des plus pénibles, c'est que ça nous force à imiter les conduites d'autrui. Bien entendu, quelqu'un qui veut obtenir les voix des électeurs va essayer de se montrer au maximum semblable à eux. Il ne va pas leur dire « vous faites ça et je le réprouve absolument ». Ce n'est pas le meilleur moyen d'obtenir des voix. Donc, il y a toute une série de descriptions chez les historiens romains, chez Tite-Live, chez Tacite, de l'ambition qui passe par la flatterie du vulgaire, par la flatterie de ceux qui ont le pouvoir, par la flatterie... Le vulgaire, ça peut être aussi bien l'empereur que la foule. En République, c'est la foule. Dans une aristocratie, ce sont les nobles. Et dans l'Empire romain, c'est soit l'empereur, soit ses favoris. Donc, il y a dès longtemps une analyse du comportement politique guidé par seuls honneurs, comme devant passer par la flatterie. Celui qui veut commander doit s'abaisser à ressembler ou à faire semblant de ressembler à ceux dont il brigue les suffrages. Donc l'analyse de l'imitation comme affect, c'est quelque chose qui est courant dans la philosophie politique. Et en un sens, Spinoza ne dit pas quelque chose d'original quand il le dit au début de la réforme de l'entendement. Mais ce qui est original ici, c'est qu'à la base de l'imitation politique comme affect, il montre qu'il y a l'imitation des affects comme fondement anthropologique. Donc, Spinoza, au fond, extrapole de l'imitation comme affect local et bien repéré, bien décrit comme affect politique, à la construction d'une tendance anthropologique fondamentale. Au fond, je n'imite volontairement les électeurs par qui je veux être élu que parce que spontanément, j'imite et ils imitent et tout le monde imite les gens que je considère comme semblables à moi. Donc l'imitation politique n'est qu'une lointaine dérivée de l'imitation des affects fondamentales. Et j'insiste, cette imitation que les auteurs politiques, flétrissent sous le nom d'ambition, sous le nom de flatterie, sous le nom de servilité, etc., ça n'est pas autre chose que ce que les mêmes louent sous le nom d'humanité, de bonne mœurs, de qualité sociale, et ainsi de suite. Donc Spinoza insiste sur le fait que ce qu'il montre, ce sont des processus objectifs et non pas des estimations axiologiques. Je continue, proposition 30. Si quelqu'un a fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de joie, donc même remarque que d'habitude, ce n'est pas si quelqu'un fait quelque chose qui affecte les autres de joie, mais si quelqu'un fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres de joie. Donc là encore, ce qui est pris en vue, ce n'est pas l'efficacité réelle de mon action, c'est la représentation supposée de cette efficacité en moi. J'ai fait distribuer du pain au peuple, j'ai fait adopter des orphelins, j'ai sauvé un tel de telle
péril, je m'imagine qu'il en sera content. Donc peut-être qu'en fait il n'en sera pas content du tout, peut-être que ça va déclencher en lui des conduites tristes, des conduites négatives, et peu importe, l'essentiel dans ce qui est analysé ici, c'est l'imagination de l'affect et non pas l'affect. Donc si quelqu'un a fait quelque chose qu'il imagine qui a fait que les autres joie, il sera affecté d'une joie qui accompagnera l'idée de lui-même comme cause. Donc, premier moment, il affecte les autres de joie, ou du moins il le croit. Deuxième moment, il partage cette joie qui affecte autrui. Et dans sa représentation, la cause de cette joie qui affecte autrui, c'est lui. Une joie avec une cause extérieure, cela a un nom, c'est l'amour. Si au contraire il fait quelque chose qu'il imagine qui affecte les autres tristesse, il considérera lui-même avec tristesse, effectivement. Donc, Scoli, et là on va de nouveau trouver le rapport assez complexe de Spinoza à la langue reçue, à la langue commune, à la langue philosophique. On s'attendrait à ce que cette joie, ça s'appelle de l'amour, et à ce que cette tristesse, ça s'appelle de la haine. Puisque on sait depuis le début de l'éthique 3 que l'amour avec une cause, c'est de la joie, la joie avec une cause, c'est de l'amour, la tristesse avec une cause, c'est de la haine. Alors, Spinoza va dire, c'est effectivement le cas, mais en fait, ça correspond trop peu à l'usage linguistique, donc je vais choisir d'autres noms. Et remarquez bien qu'ici, il ne dira pas « sont appelés », mais « je désignerai »,« nous désignerons ». Donc on est bien là dans une nomination à la première personne. Donc, l'amour étant une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure, on voit à la proposition 13 de Scoli. Et la haine, une tristesse qui accompagne aussi l'idée d'une cause extérieure. Cette joie et cette tristesse sont donc également une espèce d'amour et une espèce de haine. Autrement dit, il y a bien un amour de moi et une haine de moi qui existent en moi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce ne sont pas des sentiments originaires. Alors, à l'encontre de tout ce que la psychologie ou la morale du XVIIe ou XVIIIe siècle peuvent dire sur l'amour de soi, par exemple, chez Spinoza, cet amour de soi, en ce sens précis, n'est pas du tout un sentiment originaire. Le conatus ou le désir ne sont pas des amours de soi. L'amour de soi ne naît en moi que par réfraction, par réintrojection, si vous acceptez ce terme barbare. Pour provoquer en moi de l'amour de moi, il faut d'abord être passé par autrui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le sentiment de moi, il vient après la morale et la politique, au fond. Il faut d'abord que j'ai un regard sur autrui, voire un regard sur la cité où je suis lié avec autrui, pour que j'ai un regard sur moi. C'est-à-dire que le sentiment d'identité chez Spinoza, c'est la conséquence d'identification externe. Il n'y a d'intériorité que par un effet d'extériorité. Donc la vieille idée philosophique rentre en toi-même, elle n'a aucun sens d'un point de vue spinoziste. Parce que si je rentre en moi-même, ce que je trouverai, c'est d'abord l'extérieur. Ou plus exactement, ce que j'y trouverai, c'est mon imagination de l'extérieur. En un sens, Spinoza nous met en garde contre deux illusions. Quand je crois voir le monde extérieur, en fait, j'imagine bien plutôt la rencontre entre mon corps et l'extérieur. Et quand je crois voir mon intériorité, en fait, je vois, ou j'imagine, les effets de l'extérieur sur mon intériorité. Donc, cet amour et cette haine, ce ne sont pas une joie et une tristesse qui s'appliquent à des objets extérieurs, enfin qui considèrent des objets extérieurs. Or, le langage usuel réserve amour et haine pour les objets extérieurs, donc, dit-il, nous désignons ces affects par d'autres noms. Donc on voit une nouvelle fois l'espèce de liberté relative que Spinoza s'accorde à l'égard des noms usuels. Il ne crée pas de noms nouveaux, il prend les noms qu'utilise la tradition, mais il les prend dans la mesure où ça peut servir à faire comprendre ce qu'il veut dire. Et quand ça rendrait trop compliqué, trop difficile, eh bien il en choisit d'autres. Autrement dit, on peut dire qu'il a un usage pédagogique de l'usage linguistique. Il a un rapport pédagogique aux termes reçus. Ça renvoie tout à fait à sa conviction qu'il n'y a pas de mot naturel dans le langage.
Mais en même temps, il n'y a pas de mot arbitraire non plus. À mi-chemin entre la nature et l'arbitrale convention, il y a l'usage linguistique. Il y a l'usage soit du vulgaire, soit des doctes, mais au fond, les doctes constituent une sorte de vulgaire, c'est-à-dire qu'ils ont comme fonction de transmettre un certain lexique, de transmettre un vocabulaire, qu'ensuite on utilise non pas de façon totalement libre, mais en fonction de la plus grande compréhension qu'il peut permettre. Alors créer des mots nouveaux, ça ne permettrait pas de compréhension du tout. Se conformer totalement à l'usage reçu, ça ne permet pas de faire comprendre ce qu'il y a d'original dans la doctrine. Donc Spinoza navigue entre ces deux extrêmes. Donc comment désigner ces affects spécifiques, cet amour de soi et cette haine de soi? Alors, nous les désirons donc par d'autres noms. Nous appellerons gloire, gloria, une joie qu'accompagne l'idée d'une cause intérieure. Autrement dit, la gloire, alors, on peut dire c'est curieux, d'habitude ce qu'on appelle la gloire, c'est ce que les autres disent de nous. Quand on dit que quelqu'un a beaucoup de gloire, que tel général est glorieux, ça veut dire que le bruit de ses actions, sa renommée s'est étendue jusqu'à nous. Donc gloire désigne d'habitude quelque chose d'extérieur, d'objectif. Oui, mais dans le langage psychologique moral, quand on dit que quelqu'un est glorieux, ça peut vouloir dire aussi quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour lui-même. Et souvent dans ce cas-là, on utilise l'expression de vaine gloire. Et on verra que Spinoza à la suite utilise aussi l'expression de vaine gloire, mais dans un sens beaucoup plus spécifique. Or, le fait que gloire puisse s'utiliser en un sens externe et en un sens interne, ça convient au fond tout à fait à l'usage que veut en faire Spinoza, puisqu'il désigne un affect qui naît en nous, à l'intérieur de nous, comme conséquence d'une représentation que nous avons de l'extériorité, ou plus exactement de notre action sur l'extériorité. Donc la gloire, c'est d'abord l'amour de nous qui naît en nous parce que la joie que nous supposons avoir provoquée chez autrui déteint sur nous. Et bien entendu, la honte, le terme latin c'est pudor, mais pudeur c'est un terme beaucoup trop faible. La honte, c'est le contraire, c'est la tristesse qui naît en nous. Nous avons honte lorsque nous sommes tristes parce que nous pensons être la cause de tristesse chez autrui. Alors, regardez la forme, ça ne suffira pas comme choix lexical. Donc, nous appellerons gloire une joie qui accompagne une cause intérieure et honte la tristesse contraire, quand la joie et la tristesse naissent de ce que les hommes se croient louer ou blâmer. Autrement dit, de ce que non seulement ils pensent avoir provoqué telle ou telle joie ou tristesse chez autrui, mais aussi lorsqu'ils pensent que cette joie et cette tristesse ont été objet de discours. Et dans d'autres cas, c'est-à-dire quand on ne fait pas le détour par le langage autrui, nous appellerons acquiescentia in se ipso, par contentement de soi, et penitentia, repentir, okay, la joie qui accompagne une cause intérieure et la tristesse opposée à cette joie. Autrement dit, l'acquiescentia in se ipso, le contentement de soi, et le sentiment de pénitence, de repentir, ce sont exactement la même chose que l'amour de soi et la tristesse de soi, la haine de soi, mais au fond, tellement intériorisé qu'on n'a plus besoin de s'imaginer loué ou réprouvé par autrui. Et il conclut, comme il peut arriver maintenant que la joie dont quelqu'un imagine qu'il affecte les autres soit seulement imaginaire. C'est-à-dire, c'est le cas où je m'imagine que j'ai produit de la joie chez quelqu'un, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et que chacun s'efforce d'imaginer au sujet de lui-même tout ce qu'il imagine qui affecte de joie, il pourra facilement arriver que le glorieux soit orgueilleux, c'est-à-dire qu'il estime de soi plus qu'il n'est nécessaire. J'ai distribué des colifichets aux gens de ma commune et je pense qu'à cause de ça, ils vont me élire. En fait, ils n'en ont rien à faire de l'ordre de mérite agricole et donc ils ne supportent pas tous les discours par lesquels je leur répète toujours que c'est grâce à moi qu'ils l'ont eu. Donc, leur gloire est en fait immédiatement traduite en orgueil. Et donc, ils s'imaginent être agréables à tous, alors qu'il leur est insupportable. Et vous voyez bien qu'ici, on est entièrement dans la description des relations humaines.
Et remarquez que la première chose que Spinoza tend à dire dans la relation humaine, c'est qu'elles sont imaginaires et illusoires. Ici, l'orgueilleux ou le glorieux croit être agréable à tous, alors qu'en fait, les gens ne peuvent plus leur supporter à cause de ce qu'il leur dit lui-même. Est-ce que ça peut nous rappeler quelque chose, cette situation? Ben oui, évidemment, c'est une situation de comédie. C'est une situation que nous trouvons facilement chez Molière ou chez Marivaux, et que Spinoza et ses lecteurs trouvent chez Plaute et Terence. C'est quelque chose que les comiques latins ont très longuement décrit. Celui qui passe son temps à raconter ce qu'il a fait pour autrui, mais qu'en même temps ce qu'il a fait pour autrui n'a pas réellement fait de bien à autrui, les gens ne le supportent plus à cause de cela. Donc, au fond, Spinoza est ici en train de dire tous les éléments de la comédie humaine, tout ce multiple complexe de relations dans lequel les gens non seulement entrent en relation les uns avec les autres, mais se trompent sur leurs relations les uns avec les autres, eh bien tout cela, je suis capable de l'expliquer à partir de ce petit nombre de passions fondamentales. Donc quand je dis à quelqu'un « voilà tout ce que vous me devez, qu'est-ce que vous avez de la chance de fréquenter un type comme moi ?» et que l'autre se dit « mais je ne supporte plus de l'entendre raconter ça », ça semble à la fois une expérience courante, extrêmement à la fois à vif dans les relations interhumaines et déjà représentée, déjà repérée dans les situations de comédie. Mais ce que dit Spinoza, c'est qu'en fait, cette situation qui nous semble immédiate, elle est en réalité une conséquence extrêmement géométrique, extrêmement mécanique du fonctionnement normal des affects fondamentaux. C'est une conséquence, donc, ça veut dire que là où nous voyons, nous, des défauts de caractère, Spinoza voit bien plutôt des effets de la circulation des passions. C'est un trait, une distinction qu'il faut souligner. On pourrait dire qu'au XVIIe siècle, et aussi avant et aussi après, à beaucoup d'égards, il y a deux sortes de psychologie. Il y a une psychologie des passions et une psychologie des caractères. La psychologie des caractères, regardez par exemple la Bruyère, ou toute la tradition issue de Théophraste, elle consiste à dire que chaque individu a une caractéristique particulière qui est son caractère. Donc il y a l'avare, le glorieux, le fâcheux, l'ambitieux, le honteux, etc., etc. C'est-à-dire que chaque individu est caractérisé par un trait. Effectivement, la comédie fonctionne là-dessus. Et on nous fait rire à cause de l'exagération de ce trait. Donc dans la vie courante, nous sommes plutôt agacés par les traits en question, parce qu'ils gênent les relations réelles entre les hommes, et dans la comédie, ils sont devenus ridicules, ils nous font rire au lieu de nous agacer. Dans une psychologie des passions, au contraire, on ne pense pas que l'objet essentiel de la psychologie soit les caractères individuels, on pense que ce sont des passions. Mais vous avez remarqué que ces passions ici, ces affects, ont été décrits sans aucune référence aux individus. Au fond, tout se passe dans la psychologie des passions comme si les passions étaient communes aux individus. Ce qui a été décrit, c'est comment le fonctionnement normal du corps humain, de tout corps humain, et de l'imagination humaine, de toute imagination humaine, produit nécessairement une tendance au désir, une tendance à la joie, une tendance à la tristesse. Comment ces tendances produisent nécessairement, si les circonstances s'y prêtent, la possibilité de l'envie, de la jalousie, de l'espoir, de la crainte, de la sécurité, etc., etc., de la gloire. Et bien entendu, l'imitation des affects, c'est exactement pareil. Donc les mécanismes fondamentaux de la psychologie spinoziste, et là c'est vrai aussi chez Descartes, Hobbes, c'est-à-dire en gros chez les philosophes mécanistes, ces mécanismes fondamentaux nous décrivent des comportements qui sont spontanément les mêmes chez tous les hommes. D'où la formule que Spinoza répète, natura humana, id eadem est. La nature humaine, una eademque est une et la même. C'est ça qui exclut qu'il y ait des caractères. Ça veut dire que, en fonction des circonstances, les circonstances, bien entendu, ça peut être à la fois les circonstances antérieures,
l'éducation, la biographie personnelle, les relations qu'on a eues avec autrui, le type d'état dans lequel on vit. Tout ça est marqué dans mon corps. Rappelez-vous qu'une des caractéristiques du corps humain, c'est qu'il garde les traces des rencontres précédentes. Donc ça peut être des circonstances antérieures, ça peut être aussi des circonstances présentes. Eh bien, à ce moment-là, parmi les 1001 passions qui sont disponibles en moi, il y en a certaines qui viendront sur le devant de la scène et pas d'autres. Autrement dit, là où la psychologie des caractères voit une singularité de l'individu dans le fait qu'un affect particulier lui est toujours attaché, la psychologie des passions voit la singularité de l'individu, ou même du moment individuel, dans le fait que les circonstances mettent provisoirement sur le devant de la scène telle passion plutôt que telle autre. Autrement dit, c'est le même individu qui pourra, suivant les moments, être jaloux, ambitieux, glorieux, envieux, etc., etc. Autrement dit aussi, l'individu qui voit une passion chez autrui, voit chez autrui une passion qu'il est susceptible d'avoir. Et en conséquence, l'avare qui se moque du prodigue oublie que lui aussi, il a en lui-même les dispositions pour être prodigue. Celui qui est dégoûté de la vie politique et qui se moque de l'ambitieux oublie qu'il avait lui aussi en lui-même les dispositions pour être ambitieux et que peut-être de mauvaises rencontres l'en ont détourné. Finalement, nous avons tous en nous tous les traits fondamentaux de la nature humaine. Ou du moins, nous avons tous en nous tous les mécanismes pour les faire fonctionner. Simplement, alors là où on va voir la psychologie des passions se rapprocher en apparence de la psychologie des caractères, c'est que d'une part, nous ne vivons pas tous dans les mêmes circonstances, donc les circonstances feront de moi plutôt un ambitieux, plutôt un glouton, plutôt un avare, ou plutôt un envieux. Mais il faut bien avoir l'idée que pour Spinoza, finalement, la singularité individuelle est assez fragile, assez labile. Donc on va quand même assez vite voir quelqu'un pouvoir changer d'affect. On changera d'affect en fonction des circonstances, y compris des circonstances imaginaires. Et deuxièmement, il peut arriver effectivement qu'au fur et à mesure que se développe et en quelque sorte que s'ossifie la vie d'un homme, il en vienne peu à peu à se braquer sur une seule passion. Cette adhérence, cette adhésion à une seule passion, le rendant de plus en plus inapte à faire jouer les autres affects, donc le rendant imaginairement sensible au fait que ses passions sont chez les autres et pas chez lui, et donc l'empêchant d'ailleurs de plus en plus de porter un jugement correct sur le monde extérieur et sa propre monde extérieur. C'est précisément ce que Spinoza appelle un délire. Mais il faut bien voir que pour une psychologie des passions, et notamment pour celle de Spinoza, la fixation d'un individu à un seul trait, c'est au fond la limite extrême du passionnel. Quelqu'un qui est seulement avare ou seulement ambitieux, ça n'est pas l'état normal des passions, c'est une limite pathologique qu'il appelle un délire. Alors que pour la psychologie des caractères, au fond, c'est la règle qu'un trait soit dominant chez chacun, soit dominant ou soit fondamental, voire unique chez chacun. Et bien entendu, on voit bien pourquoi certaines formes littéraires, comme la comédie ou la satire, ont besoin d'une psychologie des caractères plutôt que de psychologie des passions. C'est parce qu'elles fonctionnent à la caricature, enfin un certain type de comédie au moins, et la satire certainement fonctionne à la caricature, et donc pour pouvoir fonctionner à la caricature, elles ont besoin de type extrême, donc de représentation pathologique de la passion. Donc on voit bien en même temps pourquoi certaines interprétations philosophiques fonctionnent mieux avec telle expression littéraire qu'avec telle autre. Et au contraire, un type de comédie plus complexe pourrait se rapprocher d'une psychologie des passions, c'est-à-dire montrer comment un même individu fonctionne en passant d'une passion à l'autre, et non pas à partir d'un seul trait de caractère. Je passe maintenant à proposition 21. Si nous imaginons que quelqu'un aime
ou désire ou a en haine ce que nous-mêmes aimons, désirons et avons en haine. Notre amour, notre désir, notre haine, etc., deviendra par cela même plus constant. Si au contraire nous imaginons qu'il est en aversion ce que nous aimons, ou inversement, nous éprouverons alors la passion dite fluctuatio-anémie. Donc, nous trouvons un nouveau type de fluctuatio-anémie. Alors, d'abord, prenons le premier cas. Le premier cas est tout simple, c'est le renforcement de l'affect par l'imitation des affects. Donc, le premier cas est au fond suivant. J'aime un objet A. Ben, pas besoin d'imitation des affects pour ça. J'imagine un quasi-sujet B qui aime aussi l'objet A. Ça renforce mon amour pour A. Pourquoi? Parce que désormais, mon amour pour A a deux causes. Non pas les qualités propres de A, on a vu que ça ne jouait pas de rôle, ou ça ne jouait qu'un rôle occasionnel, mais premièrement, le développement naturel de ma joie qui s'est donné l'objet A. Disons tout de plus que la qualité de l'objet A ont servi de point d'accrochage à ma tendance joyeuse. Et deuxièmement, cet amour pour A se développe en moi également par imitation de l'amour que B a pour A. J'ai donc un double amour pour l'objet A qui vient des deux sources de la psychologie spinoziste. Un, du phénomène du mécanisme purement interne, et deux, du mécanisme extérieur, du mécanisme de limitation. Deuxièmement, imaginons maintenant que j'aime toujours un objet A, mais qu'une chose semblable à moi, B, déteste cette chose. Eh bien, par imitation des affects, une haine de l'objet A va naître en moi. Je vais donc avoir en moi à la fois un amour pour l'objet A et une détestation pour l'objet A. Je vais donc être déchiré par les affects à l'égard de cet objet. Donc ici encore, on voit Spinoza expliquer par sa mécanique des affects un des phénomènes les plus courants de la vie affective, à savoir le déchirement par les passions. Nous passons notre temps à être déchirés et à voir les autres déchirés. Nous passons notre temps à dire aux autres « mais enfin, tu ne sais pas ce que tu veux ». Simplement, nous ne savons pas pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais là, nous le savons. Une des raisons pour lesquelles ils ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont un mécanisme interne qui leur fait aimer et un mécanisme imitatif qui leur fait détester. Toute une partie des romans du XIXe siècle, lisez Dickens ou lisez Fontane, c'est très courant chez Fontane, décrit des gens qui sont amoureux de quelqu'un qui n'est pas de leur niveau social. Et puis au bout d'un moment, ils se retrouvent partagés en deux. Pourquoi? Parce que leur mécanisme interne les fait aimer cet objet, et puis la pression sociale de leur milieu, c'est-à-dire l'imitation qu'ils développent à l'égard de leurs proches, fait que, malgré eux, ils sont amenés à repérer chez l'objet de leur amour des comportements, des termes, des conduites qui suscitent leur haine, leur mépris, etc., etc. Donc ils sont déchirés entre les deux. C'est que le déchirement qui amène à la rupture, c'est pas simplement une pression sociale externe, c'est aussi l'intériorisation de cette pression sociale. Corollaire. Il suit de là et de la proposition 28. Alors, la proposition 28, c'est celle qui énonçait tout ce que nous imaginons qui mène à la joie, nous efforçons en procurer la venue. Il suit de là que chacun, autant qu'il peut, fait effort pour que tous aiment ce qu'il aime et haïssent ce qu'ils détestent. Autrement dit, l'imitation des affects se transforme ici, en sorte en son contraire, plutôt en son symétrique, la volonté que les autres imitent mes affects. En 4 théorèmes APEM, nous sommes passés de la constatation du fait que nous imitons les affects d'autrui au fait que par la logique de ce mécanisme, nous faisons un effort énorme pour que autrui imite nos affects. Et là aussi, on est à la base de toute une série de comportements, et notamment de comportements religieux et politico-religieux. Parce que fait un individu qui a une croyance religieuse?
s'il se contentait de croire à son Dieu et de l'honorer comme il pense qu'il faut le faire, ça le regarderait. Et on n'aurait jamais de guerre de religion. La source des guerres de religion, ce n'est pas que quelqu'un veut pratiquer le culte divin d'une certaine façon, c'est qu'il veut que les autres le pratiquent aussi. Autrement dit, qu'il pense qu'il est nécessaire à son salut que les autres communient de la même façon que lui, soient baptisés de la même façon que lui, acceptent le même pape ou le même synode genevois que lui, etc., etc. Autrement dit, la source de toute une série de conflits dans la vie sociale, et notamment des conflits religieux, c'est l'effort que fait chacun pour que les autres vivent comme lui. C'est-à-dire pour que les autres imitent ses affects. Alors, après ce que je vais dire là, on pourrait se dire, ici, Spinoza montre donc la source négative de la vie sociale. Les gens passionnés font tout pour que les autres croient, imaginent et vivent comme eux. Oui, mais rappelez-vous qu'il dit aussi que le philosophe fait tout pour répondre à la raison chez autrui. Autrement dit, le philosophe fait tout pour que les autres deviennent philosophes, c'est-à-dire que là encore, le philosophe a finalement le même comportement que les autres. Lui aussi, il a besoin, pour accéder à ce qu'il pense être la joie, c'est-à-dire la béatitude, que le maximum d'êtres semblables à lui atteignent cette joie qu'est la béatitude. Donc la raison pour laquelle le philosophe essaie de convertir les autres à la philosophie n'est pas très différente de celle par laquelle l'ivrogne veut faire boire les autres. Ou par laquelle l'ambitieux souhaiterait que les autres aussi soient ambitieux. Et bien entendu, la différence, elle va résider ailleurs, c'est que comme le philosophe aspire à un bien partageable, le fait qu'il réussisse dans sa tentative de rendre les autres philosophes ne lui est pas nuisible. Si d'autres que moi atteignent le souverain bien, ça ne m'empêche pas d'y arriver. En revanche, et c'est le sens des vers d'Ovide que cite Spinoza, si je suis amoureux de quelqu'un et que j'arrive à convaincre quelqu'un d'autre d'en venir amoureux, ça risque de me mettre dans une situation affective gênante. Si je veux devenir maire de ma commune et que je donne à quelqu'un d'autre le désir de devenir maire qui devient mon rival, ça va également être trop gênant. Autrement dit, le philosophe et les autres cherchent à faire partager leurs affects, cherchent à ce que les autres se conduisent dans la vie en partageant leurs affects, mais de fait, ce partage des affects concernant un bien qui est partageable, à savoir le savoir, la vérité, le souverain bien, ne provoque pas de crise, alors qu'en ce qui concerne les autres biens, il ne peut que provoquer des discordes supplémentaires. Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. On a donc vu maintenant en quoi Spinoza posait, à partir de la méditation des affects, un très grand nombre de jalons pour sa pensée politique, sociale et religieuse. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut commencer à lire le traité politique et le traité théologique politique dans cette partie d'Éthique 3.